d'intérêt, j'aborderai surtout les augmentations de la post-charge du ventricule droit en situation aiguë ou en situation aiguë sur cœur chronique. Donc d'abord quelques rappels que vous connaissez tous avant d'aborder les paramètres d'évaluation de la fonction ventriculaire droite. Vous savez évidemment que le ventricule droit a des propriétés complètement différentes du ventricule gauche avec différents déterminants. Le premier déterminant, c'est la lusitropie, donc la capacité de relaxation donc, des cavités droites, dont on sait qu'elle est plutôt performante et donc elle permet d'amortir une part importante de précharge. Néanmoins, cette précharge peut être altérée dans les dysfonctions ventriculaires droites, c'est ce qu'on va voir en détail ensuite. Ensuite, le déterminant majeur, c'est la contractilité, avec là pour le coup une faible réserve de contractilité qui va avoir deux conséquences. D'abord, l'incapacité du ventricule droit à faire face à une augmentation importante et brutale de la post-charge. Mais en revanche, le ventricule droit, contrairement au ventricule gauche, quand on a une élévation très chronique de la post-charge, va avoir des capacités d'adaptation absolument phénoménales et va changer donc son phénotype au cours de l'évolution chronique d'une hypertension pulmonaire, par exemple. Et donc, on ne va pas du tout avoir la même physiopathologie, la même présentation selon qu'on se trouve devant une décompensation cardiaque droite aiguë sur un cœur sain ou une décompensation cardiaque droite aiguë sur un cœur droit remodelé qui fait face depuis plusieurs mois ou plusieurs années à une augmentation de la post-charge. Donc, comme vous le savez, la fonction ventriculaire droite et la dysfonction ventriculaire droite, c'est quelque chose qui n'est pas rare en réanimation. Donc, il y a plusieurs études qui ont essayé d'étudier donc la prévalence de la défaillance ventriculaire droite dans différentes situations. On rapporte qu'environ 3 à 9% des patients admis aux soins intensifs peuvent avoir une défaillance ventriculaire droite et qu'elle est un facteur majeur de mortalité chez les patients admis en soins critiques. Donc évidemment, ça dépend de la définition qui n'est pas consensuelle à ce qu'on peut donner à la défaillance ventriculaire droite. Et il peut y avoir bien sûr plusieurs situations de défaillance ventriculaire droite et le tout est d'identifier tout d'abord le facteur causal donc, de cette défaillance ventriculaire droite. Et donc vous allez avoir 4 situations, mais toutes ces situations vont être liées les unes avec les autres. Soit vous avez une augmentation effectivement de la post-charge du ventricule droit, soit dans le cadre d'un épisode aigu d'embolie pulmonaire, de SDRA ou de décompensation aiguë d'un patient qui a une hypertension pulmonaire chronique. Et les patients, bien sûr, sous ventilation vont avoir d'autant plus une augmentation de la contrainte et de la post-charge. Vous avez également la surcharge volémique, donc une augmentation de la précharge qu'on peut voir dans les insuffisances tricuspides, par exemple organiques, les shunts droits, les malformations artério-veineuses extrathoraciques ou les conditions à haut débit. Et vous avez ensuite une possibilité d'altération primitive de la contractilité, comme l'infarctus du ventricule droit ou d'autres pathologies plus rares, comme les myocardites. Et le dernier point, donc vous pouvez avoir une altération de la lusitropie. Donc tous ces points d'entrée de la défaillance ventriculaire droite sont ensuite toutes liées les unes avec les autres, puisqu'une augmentation par exemple de la post-charge va entraîner, si elle est chronique, une hypertrophie du ventricule droit qui elle-même va altérer la lusitropie du ventricule droit. Une surcharge volémique par exemple va entraîner également une dilatation du ventricule droit et peut aboutir aussi à une augmentation de la post-charge. Donc tout étant lié, il faut toujours avoir bien sûr une approche multiparamétrique dans l'évaluation de la fonction ventriculaire droite. L'autre chose qu'il faut bien distinguer quand vous prenez en charge un patient en défaillance ventriculaire droite, c'est cette situation de défaillance ventriculaire droite sur un cœur sain qui va avoir énormément évidemment de difficultés à faire face à une augmentation brutale de la post-charge versus les patients qui présentent un épisode de décompensation aiguë sur une hypertension pulmonaire chronique et qui ont un ventricule droit qui s'est adapté plus ou moins bien avec des phénotypes qui peuvent être très adaptatifs ou des phénotypes qui sont mal adaptatifs à l'augmentation progressive de la post-charge. Et ce ventricule droit va avoir des propriétés physiopathologiques complètement différentes par rapport donc à une augmentation aiguë de la post-charge. Donc à partir de là, à partir du moment où on suit un patient qui est en défaillance ventriculaire droite, quelle que soit la cause, il va falloir donc monitorer l'ensemble des paramètres. Il va falloir monitorer donc tout ce qui est en rapport avec l'augmentation de la précharge du ventricule droit, soit sur les signes cliniques, soit sur les signes échographiques. On va voir ça en détail. Il faut paramétrer bien sûr la défaillance et la performance intrinsèque du ventricule droit et monitorer toutes les conséquences en post-charge donc de la défaillance ventriculaire droite. Le tout est bien sûr, cette approche multiparamétrique est absolument essentielle
pour pouvoir adapter les traitements et pouvoir éviter donc d'évoluer vers une insuffisance ventriculaire droite réfractaire avec une atteinte multisystémique d'organes, où il y a deux paramètres qui vont aboutir à cette défaillance d'organes, non seulement la congestion d'organes et deuxièmement donc la défaillance circulatoire, ces deux paramètres étant importants donc à monitorer. Donc toujours avoir une approche multiparamétrique pour monitorer ces patients, avec différents niveaux, bien sûr, en fonction de la gravité de l'insuffisance ventriculaire droite. Chez les patients les moins sévères, on va essentiellement monitorer ces patients sur les signes cliniques habituels, sur les données échographiques et sur les paramètres biologiques. Chez les patients qui sont plus sévères en soins critiques et qui ont besoin en particulier d'une voie veineuse centrale, on va pouvoir s'aider donc du monitorage de la SCVO2, de la pression veineuse centrale et d'un monitorage continu de la pression artérielle. Et dans les cas les plus complexes, on peut être amené donc à utiliser, on va dire, le gold standard de l'évaluation de la performance ventriculaire droite, qui est donc le cathétérisme cardiaque droit dans les cas complexes et difficiles, ou en cas, par exemple, de prise en charge initiale d'une hypertension pulmonaire. Donc on va prendre tous ces aspects les uns après les autres. Si on commence donc par la précharge du ventricule droit, donc c'est un point qui est absolument essentiel dans la prise en charge de ces patients-là. Il n'y a pas de combat à avoir entre je remplis ou je ne remplis pas un patient qui a une insuffisance ventriculaire droite. Le tout est de trouver un équilibre qui est absolument essentiel dans la prise en charge de ces patients. Donc le monitorage de la précharge du ventricule droit est un point absolument essentiel. Un remplissage excessif va très vite aboutir à une aggravation de la fonction ventriculaire droite en augmentant l'interdépendance VG, en augmentant la pression pariétale du ventricule droit et donc l'ischémie du ventricule droit. Et à l'inverse, une déplétion excessive va également être délétère pour la fonction ventriculaire droite. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la fonction ventriculaire droite est finalement très peu dépendante d'une augmentation de la précharge, contrairement au ventricule gauche. Et donc, le tout est d'arriver à trouver un équilibre, et ce qui est le point probablement le plus difficile. Donc vous avez deux cas de figure très clairement dans l'embolie pulmonaire aiguë. On va avoir rarement des tableaux congestifs très sévères sur un cœur sain, alors que dans une hypertension pulmonaire décompensée, avec des troubles de la dysfonction diastolique du ventricule droit, on peut avoir des tableaux congestifs extrêmement importants. Et donc l'équilibre de la précharge du ventricule droit va permettre de diminuer l'interdépendance VD-VG, de diminuer la sévérité de l'insuffisance tricuspidienne et de diminuer donc la congestion d'organes qui est largement responsable des syndromes cardio-rénal, par exemple, qu'on peut voir dans la défaillance ventriculaire droite. Ça, je passe rapidement. Donc, juste pour rappeler encore une fois qu'on peut avoir des syndromes cardio-rénaux extrêmement sévères dans les décompensations aiguës, par exemple d'hypertension pulmonaire, alors même que le débit cardiaque est conservé, mais parce qu'on a un trouble essentiellement diastolique de la fonction ventriculaire droite, avec une congestion qui participe au syndrome cardio-rénal et à l'activation neuro-hormonale, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, comment suivre la précharge du ventricule droit? Différentes techniques. Donc, là, bien sûr, l'évaluation de la précharge par la mesure du diamètre de la veine cave inférieure et des mouvements donc, de la veine cave inférieure qui permettent d'estimer de façon plus ou moins fiable la précharge du ventricule droit avec un certain nombre de limites, et en particulier chez les patients qui sont sous ventilation mécanique. Ce qui est important également, c'est de pouvoir évaluer la congestion d'organes qui donc elle-même est responsable de défaillances systémiques dans la défaillance ventriculaire droite. Et donc on peut s'aider pour cela aussi des dopplers tissulaires, des dopplers veineux et artériels d'organes, avec par exemple le doppler rénal où on montre bien que dans la décompensation cardiaque droite, il y a à la fois une altération de l'index de résistance rénale et à la fois une altération de l'index de stase veineuse centrale qui est associée donc à l'augmentation de la pression dans l'oreillère droite et qui est associée au syndrome cardio-rénal. Et on a pu montrer par exemple que dans la décompensation d'hypertension pulmonaire, plus le doppler rénal est altéré, plus le patient est sévère avec un outcome qui est mauvais. On voit également se développer d'autres types d'outils, comme par exemple le score Vexus, qui va combiner donc l'évaluation de la veine cave inférieure, du Doppler de la veine porte et du Doppler rénal, avec un score donc en 4 strates, 0, 1, 2, 3. Et vous voyez là encore que plus le score Vexus est élevé et plus les pressions dans l'oreillette droite sont élevées. Et donc ça peut être également un bon outil pour évaluer l'impact de la congestion et de la précharge du ventricule droit sur les organes. Là encore, je vous donne l'exemple ici donc de l'insuffisance,
de la décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire, où on voit bien donc un score de Vexus élevé est très nettement corrélé à l'augmentation de la précharge du ventricule droit, et elle est également corrélée donc aux paramètres de dysfonction diastolique des cavités droites, et en particulier le strain atrial ou encore la sévérité de l'insuffisance tricuspide, qui est un paramètre important donc dans l'évaluation de ces patients-là. On peut également donc utiliser la pression veineuse centrale. Donc la pression veineuse centrale, comme vous le savez, c'est un mauvais outil pour prédire la réponse au remplissage vasculaire pulmonaire. Ça reste néanmoins un outil qui est important dans l'évaluation de la dysfonction ventriculaire droite. Alors donc ça donne évidemment une information sur les pressions et pas sur les volumes. Et cette pression peut être évidemment dépendante du volume et peut être également dépendante donc de la compliance des cavités droites et de la fonction ventriculaire droite. Et donc, ce qui est finalement important sur la pression veineuse centrale, c'est qu'elle elle permet à l'état initial et à la prise en charge du patient de distinguer les patients qui sont effectivement dans un état congestif important des patients qui ne le sont pas et chez lesquels il ne va pas falloir forcément aboutir à une déplétion importante. Et un autre point important, c'est la variation de cette pression veineuse centrale dans la prise en charge des patients. Et donc, par exemple, pour monitorer un patient qui a une hypertension pulmonaire sévère en cours de chirurgie prolongée, on s'aide très volontiers de la combinaison du monitorage de la pression veineuse centrale et de la pression artérielle systémique pour détecter, en cas d'hypotension, soit une poussée d'insuffisance ventriculaire droite avec un mouvement d'élévation de la pression veineuse centrale, soit au contraire une hypovolémie, une vasoplégie en cas de baisse parallèle de la pression veineuse centrale. Donc ça reste un élément qu'on utilise beaucoup. Donc ensuite, on progresse et on va sur l'évaluation de la fonction ventriculaire droite intrinsèque en tant que telle. Donc vous connaissez tous l'évaluation échographique avec un certain nombre de paramètres comme le TAPS ou le Doppler tissulaire et l'onde S qui ont montré leur intérêt pronostique en phase chronique, qui ont montré dans certaines conditions aussi leur intérêt en phase aiguë, même si finalement il y a très peu d'études qui montrent l'intérêt et l'évolution de ces paramètres de fonction systolique VD en soins critiques lors de la prise en charge des patients. Et ceci peut être associé donc à d'autres paramètres d'évaluation de la fonction ventriculaire droite, comme par exemple le fraction de récourcissement du surface du ventricule droit et de la littérature qui commence à émerger également sur le strain du ventricule droit. Mais finalement, on a peu d'études qui évaluent très clairement l'aide à la prise en charge de ces patients en soins critiques. Donc si on prend l'exemple de l'embolie pulmonaire, vous avez tous évidemment que l'évaluation de ces paramètres et de la fonction du ventricule droit est un paramètre important pour stratifier les patients en termes de risque et donc de distinguer les patients qui sont à risque intermédiaire élevé. Donc c'est repose sur un certain nombre d'études et en particulier cette étude qui montre bien la valeur pronostique du TAPS avec un pronostic beaucoup plus réservé, une sévérité beaucoup plus importante en cas de TAPS inférieur à 15 mm dans l'embolie pulmonaire. En ce qui concerne les décompensations aiguës d'hypertension pulmonaire, il n'y a aucune étude qui évalue clairement ces paramètres et surtout l'évolutivité de ces paramètres dans la prise en charge de ces patients. Juste des résultats un peu préliminaires de cette étude qui concerne 150 patients admis pour décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire, avec 30% des patients qui, à 3 mois, sont soit décédés, soit ont dû avoir recours à l'assistance circulatoire ou à la transplantation. Et les patients qui ont eu un de ces événements ont effectivement donc des paramètres de VD plus altérés à la prise en charge. Par contre, la cinétique de ces paramètres au cours de la prise en charge des patients est finalement assez décevante et ne permet pas de bien distinguer les patients répondeurs et non répondeurs au traitement médical. Je sors un peu de l'augmentation de la post-charge, juste pour montrer qu'il y a des limites à ces paramètres, et en particulier, comme l'avait montré Antoine Villard-Baron dans cette étude sur le choc septique dans l'étude Hémopred. La définition de la déférence VD était basée sur la dilatation du ventricule droit et sur la pression veineuse centrale, et il montrait qu'il n'y avait aucune corrélation donc, avec le TAPS. Ensuite, si on progresse, il y a le couplage ventriculo-artériel chez les patients qui ont une augmentation importante de la post-charge. Donc ça, c'est une notion qui est très physiologique, qui nécessiterait la mise en place d'un cathéter à conductance pour pouvoir l'évaluer de façon extrêmement précise, même si c'est un paramètre qui est très important. On ne peut pas faire ça évidemment en routine, et donc un certain nombre d'outils ont été développés qui sont très indirectement le reflet de ce couplage ventriculo-artériel. Et vous trouverez de plus en plus de littérature sur l'intérêt éventuellement du rapport TAPS
sur pression artérielle pulmonaire systolique. On pourra en discuter, mais ce rapport peut avoir plein de limites, en particulier chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire chronique. Dans l'embolie pulmonaire, il a bien été montré que un rapport TAP sur PAPS inférieur à 0,3 était clairement associé donc à une augmentation de la mortalité des patients. On progresse ensuite dans l'artère pulmonaire et évidemment la SCVO2 et la SVO2 sont des paramètres qui sont très intéressants donc, dans l'évaluation de la fonction ventriculaire droite et la réponse à la prise en charge médicale. Il a bien été montré qu'on avait une très bonne corrélation et on le retrouve chez tous nos patients qui ont une hypertension pulmonaire entre la SCVO2 et la SVO2 et cette SVO2 et la cinétique de la SVO2 va être très intéressante en particulier chez les patients qui ont un débit cardiaque diminué. Donc évidemment, il faut avoir aussi un regard très précis sur la pression artérielle systémique. La vasoplégie dans la défaillance ventriculaire droite est un critère de gravité absolument majeur. Comme vous savez, c'est ce qui définit l'embolie pulmonaire à risque élevé. En ce qui concerne la décompensation cardiaque droite sur une hypertension pulmonaire chronique, c'est très souvent des patients qui arrivent normotendus et c'est pas pour ça qu'ils sont graves. Et ce qui va être plus important, c'est l'évolution de la pression artérielle systémique après la mise en place du traitement médical. Et on voit bien que les patients qui ont besoin d'un recours au vasopresseur ont un taux d'événement à 3 mois qui est absolument majeur, qui est de l'ordre de 50%. Donc je rappelle décès, ECMO ou transplantation en super urgence. Et donc c'est vraiment un signe d'alerte vers l'évolution vers une défaillance ventriculaire droite réfractaire qui doit faire réfléchir au recours aux thérapies de secours chez ces patients. Donc, je suis un peu en retard, donc je vais aller un peu vite sur les biomarqueurs. Donc évidemment, les biomarqueurs peuvent être très intéressants parce qu'ils sont non invasifs, ils peuvent être évolutifs dans la prise en charge des patients. Actuellement, les deux biomarqueurs d'intérêt dans la prise en charge de la défaillance VD, c'est le NT-proBNP et la troponine. Il y a un tas de littérature qui essaye de trouver des biomarqueurs qui sont qui anticipent plus l'évolution vers une défaillance ventriculaire droite réfractaire et des biomarqueurs qui sont là également pour évaluer l'atteinte systémique d'organes dans le cadre de la défaillance ventriculaire droite. Donc BNP, NT-proBNP, on le sait tous, a montré avoir un intérêt pronostique dans l'embolie pulmonaire, dans l'hypertension pulmonaire. La troponine est presque un marqueur plus intéressant pour évaluer l'ischémie du ventricule droit qui est un critère de gravité majeur dans la défaillance ventriculaire droite. Et ensuite, il y a un certain nombre d'études qui essayent de trouver des marqueurs qui soient éventuellement plus intéressant pour évaluer cette sévérité, mais pour l'instant, il n'y a pas d'application clinique en pratique clinique, donc j'irai vite. Ce qui est important dans ces biomarqueurs, c'est que non seulement ils doivent pouvoir évaluer la gravité du patient à l'arrivée du patient, mais aussi, surtout, leur caractère évolutif dans les premiers jours de prise en charge doit pouvoir être corrélé avec l'évolution du patient, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, dans la décompensation d'hypertension pulmonaire, le NT-proBNP et la troponine, vous voyez, sont pas associés à la survie au moment de la prise en charge. Par contre, c'est l'évolution des biomarqueurs dans la prise en charge qui vont être associés. Et je terminerai très rapidement donc, par le cathétérisme cardiaque droit, qui reste quand même le gold standard de l'évaluation de la fonction ventriculaire droite, qui est de moins en moins utilisé en pratique courante. Le tout est d'avoir un bon évaluation du rapport bénéfice-risque de l'utilisation d'un monitorage par le cathétérisme cardiaque droit, qui permet quand même d'apporter une approche très intégrative et multifactorielle donc sur la défaillance VD, en évaluant à la fois la précharge, la fonction, la post-charge du ventricule droit par les paramètres qu'on utilise habituellement, mais on a également un tas d'autres paramètres qui peuvent être utilisés, qui sont bien corrélés à la défaillance ventriculaire droite, soit en représentant donc une altération de la précharge, soit de la fonction intrinsèque, soit de la post-charge du ventricule droit. Donc en conclusion, pour être bref, l'évaluation du VD doit être toujours multimodale, ça doit être dynamique, ça doit être contextualisé en fonction du type de défaillance ventriculaire droite, ça doit s'appuyer sur une approche physiopathologique qui soit intégrée. Et évidemment, quelle que soit l'atteinte initiale du VD, il faut avoir cette approche multiparamétrique pour pouvoir adapter donc, la prise en charge du patient en adaptant le remplissage, l'utilisation des vasopresseurs inotropes et des outils pour diminuer la post-charge.